Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Braun. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le ministre de la Santé et de la Prévention. On va évidemment parler ensemble de l'état de la santé en France et notamment de la santé psychiatrique après le drame de Bordeaux. Mais je voudrais qu'on commence par ce qui s'est passé hier soir, cette terrible explosion. Vous voyez d'ailleurs pour ceux qui nous regardent sur BFM TV les images en direct donc de la rue Saint-Jacques où après avoir pensé que les recherches étaient arrêtées, la mairie de Paris précise que les recherches se poursuivent finalement puisqu'il y a toujours une personne dont on est sans nouvelles. 35 blessés, 4 sont en urgence absolue. François Braun, vous êtes ancien urgentiste vous-même, donc vous connaissez les moments d'urgence, de drame où on voit arriver à l'hôpital des gens malades. Avez-vous des nouvelles des personnes qui sont hospitalisées? 35 l'ont été. Combien encore au moment où on se parle? Alors, des nouvelles précises sur toutes les victimes, non. Je crois que les premières pensées vont forcément justement vers ces victimes et vers leurs familles. Il faut relever quand même qu'il y a 4 blessés graves, très graves, pour au moins 2 d'entre eux. Je crois que c'est à eux qu'il faut penser. Et puis surtout remercier la célérité des secours, les sapeurs-pompiers de Paris, la police, les équipes du SAMU, les équipes hospitalières qui se sont mobilisées très très vite sur place pour prendre en charge ces victimes. Tous les témoins d'ailleurs, tous ceux qui étaient dans les parages le disent, les secours sont arrivés très rapidement. Il y a aussi l'ancien hôpital du Val-de-Grâce qui est juste derrière, où se trouvaient des militaires qui ont aidé à évacuer. Quelles sont les blessures que l'on doit regretter ce matin ? Dans des explosions comme celle-là, il y a 2 types de blessures principales. Il y a ce qu'on appelle le blast, qui est le souffle quand il y a une explosion. Alors ça peut projeter les gens, ça projette des objets qui peuvent heurter ces personnes. Donc on a des blessures traumatiques qui sont importantes. Et puis on a des blessures liées aux brûlures. Et je crois que les victimes les plus graves ont des brûlures extrêmement importantes. 2 personnes donc en urgence absolue au moment où l'on se parle. 2 personnes pour lesquelles comme on peut dire, le pronostic vital est engagé, mais en tout cas qui sont des blessés très graves. Dans les jours qui viennent, la question aussi de la solidité des immeubles voisins sera posée. Mais au moment où l'on se parle, François Braun, les recherches finalement se poursuivent, puisque l'on est toujours sans nouvelles d'une personne. Le nombre de pompiers mobilisés, de médecins mobilisés, est-ce qu'ils le sont toujours ce matin ? Alors, les médecins ne sont pas mobilisés, les équipes d'urgentistes ne sont plus mobilisées pour prendre en charge des victimes sur place, bien sûr. Les médecins sont mobilisés dans les hôpitaux, mais par contre, les équipes des urgences médico-psychologiques sont toujours mobilisées. Les équipes sont intervenues très tôt pour prendre en charge les témoins et puis les personnes, on appelle ça des personnes impliquées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas blessés physiquement, mais qui psychologiquement peuvent être atteintes. Et ils sont de nouveau en place au niveau de la mairie du 5e arrondissement ce matin pour justement accepter toutes ces personnes qui ont été choquées par ce terrible accident. Choqué, d'ailleurs je recevais ce matin sur RMC le patron du bar qui est en face de cet immeuble qui s'est effondré et on sentait effectivement que s'il n'avait aucune blessure, si son café semblait intact, il aurait besoin d'accompagnement, il le disait, et il allait se rendre justement à la cellule d'aide psychologique. François Braun, vous êtes ministre de la Santé. Aide psychologique, dites-vous, alors dans les moments d'urgence, il y en a, mais quand il n'y a pas d'urgence, on en manque quand même sacrément. Je voudrais revenir sur le drame de Bordeaux. Le drame de Bordeaux, c'est cette vidéo qui a beaucoup circulé, qui a beaucoup été commentée, avec cet homme qui agresse dans une immédiate et fulgurante violence une grand-mère et sa petite fille dans une rue de Bordeaux. Cet homme avait non seulement été à de multiples reprises condamné, mais il souffrait également de troubles psychiatriques. Il est d'ailleurs interné depuis ce drame. Pourquoi il ne l'a pas été avant ? Comment un homme comme ça, dont on sait qu'il est dangereux, dont on sait qu'il doit suivre des traitements, peut être dans les rues ? Alors, je ne vais pas intervenir sur les avis qui ont été donnés par les psychiatres et les professionnels qui suivent cette personne. Vous savez, les psychiatres, comme les autres médecins, sont des professionnels extrêmement responsables et qui prennent des décisions qui sont mûrement réfléchies. Mais pardon, je vous arrête tout de suite parce qu'il y a une réalité qui est la question du diagnostic, mais il y a une réalité aussi, c'est qu'ils prennent des décisions avec les moyens qu'ils ont. Et ils peuvent peut-être se dire qu'il y a quelqu'un qui est dangereux, mais qu'ils n'ont pas de place. Non, je crois qu'on n'est pas dans cette logique. Il faut là aussi remettre un peu les choses en place. Quand il y a une personne qui est dangereuse, identifiée médicalement comme dangereuse, elle est hospitalisée. Il y a des difficultés en psychiatrie
en pédopsychiatrie comme dans l'ensemble de notre système de santé. Je ne suis pas du tout là pour les nier, bien entendu. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place ces dernières années, justement pour anticiper, pour diagnostiquer mieux. Je pourrais vous parler des presque 45 000 secouristes en santé mentale qui sont mis en place dans les entreprises. Là, avec l'éducation nationale et les universités, on va les déployer également dans l'éducation nationale. Le parcours Mon soutien psy, vous savez, on en a beaucoup parlé, ça s'est appelé Mon psy, Mon parcours psy, Mon soutien psy. Ça marche, ça ? Ça marche, ça marche. C'est plus de 600 000 consultations qui ont été faites. Donc on voit qu'il y a de la réponse. Les maisons des adolescents, nous avons mis dans tous les départements de France maintenant, même un peu plus dans certains départements, compris en charge plus de 100 000 jeunes et leurs familles. Donc on voit des dispositifs qui se mettent en place. C'est suite aux assises sur la santé mentale, hein, qui ont un peu plus d'un an, qui ont été mises. Mais vous comprenez bien des que solutions. Ceux qui voient ce drame qui s'est passé dans la rue de Bordeaux, ils se disent, mais comment c'est possible qu'un homme comme ça, qui devait prendre des médicaments, qui ne les prenait pas, vraisemblablement, il a dit d'ailleurs aux enquêteurs qu'il ne prenait pas son traitement, en effet, soit dans la rue. On va laisser l'enquête autour de cette... Pas ça Non, je me dis qu'il faut savoir exactement ce qui s'est passé. Cette personne était-elle suivie ou pas, correctement suivie? Enfin, il va falloir maintenant voir un peu ce qui s'est passé. Mais cet acte, il faut revenir là aussi sur cet acte, qui est un acte odieux, qui est un acte inadmissible. On est dans une société qui est en train de devenir violente. Je crois que là aussi, il faut s'en rendre compte et il faut prendre ça en charge. Ça veut dire quoi? On est dans une société qui est en train de devenir violente. Ça veut dire que les actes de violence sont réguliers. Vous-même, vous en faites écho dans les différents médias. Et nous avons tous, globalement, une réflexion à avoir sur ce sujet-là. Pourquoi est-on violent? Mes pensées vont aussi, bien sûr, vers cette famille à Bordeaux, vers les soignants qui se font aussi régulièrement agresser, vers les élus. Le maire de Toulouse qui a été agressé hier soir pendant une fête de la musique. Tout ça est inadmissible. On ne peut pas accepter ces violences en termes de réponse ou d'expression. Le débat doit se dérouler, bien entendu, mais la violence n'est jamais un élément de discussion. Mais je m'arrête un instant là-dessus parce que à la fois je comprends parfaitement ce que vous dites et on en est tous témoins, mais en même temps il y a un côté un peu c'est comme ça, quoi. La violence s'est installée et on doit tous y réfléchir. Il n'y a pas à un moment des failles quand même? Déjà, je crois qu'une chose est importante, et on va revenir sur la violence envers les soignants, par exemple. Il faut arrêter de banaliser. J'ai le témoignage notamment d'une infirmière il faut arrêter de banaliser cette violence. La violence, elle est partout. Quand on injurie quelqu'un, c'est de la violence. C'est pas plus acceptable. Vis-à-vis des soignants, je l'ai annoncé très clairement, je veux une tolérance zéro. On n'a pas à injurier un soignant. Rien que ça, vous voyez. Et or, on a tous tendance à banaliser. J'étais il y a quelques jours, quelques heures, dans un service de la région parisienne, un service d'urgence, et je discutais le soir avec les professionnels qui avaient malheureusement tendance à banaliser un petit peu des actes de violence. Moi, je leur dis non, c'est inadmissible. Et nous devons, mon travail, c'est aussi de vous protéger contre ces actes de violence. La sécurité des soignants, vous avez décidé d'en faire une priorité après le drame de Reims. Je voudrais que vous écoutiez le témoignage de Valérie. Valérie, elle est infirmière libérale. Elle s'est fait agresser chez un patient atteint de troubles psychotiques. Elle va chez lui habituellement tous les jours pour s'occuper de lui. Et elle s'est fait rouer de coups. Elle avait signalé la dangerosité de l'homme. Elle a un arrêt maladie de 7 jours d'ITT. Elle a porté plainte et elle alerte. Écoutez. J'aimerais lui dire qu'il va falloir prendre conscience que la psychiatrie, c'est l'enfant pauvre de la médecine, qu'ils ont besoin de lits, qu'ils ont besoin de structures pour accueillir les gens et de prendre en charge les gens correctement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé pour moi et ce qui s'est passé pour d'autres infirmières avant, c'est le manquement de soins, de prise en charge. Elle dit être souvent aussi débordée et donc en effet que la prise en charge n'est pas à la hauteur. Elle dit cette phrase, il faut plus de lits, il y a un manquement de soins et un manquement de structures et de lits. Alors déjà, vous avez parlé d'une réaction par rapport au drame de Reims. Les choses, on les a commencées avant. Il y a un plan de sécurisation des établissements avec des sommes conséquentes qui sont mises justement pour les sécuriser. Ma ministre déléguée Agnès Firmin-Lebaudot avait lancé une enquête, enfin un travail après de professionnel, justement pour proposer un plan. Et puis, à l'occasion du drame de Reims, c'est là que je me suis exprimé en disant je veux des actions immédiates. Maintenant, les plans, c'est bien, mais il faut aussi des décisions immédiates. Et que j'ai lancé cet audit auprès des établissements pour
savoir exactement quelle est la situation. Vous savez, quelque chose de très simple que j'ai constaté là dans le service d'urgence où j'étais, il y a des téléphones dans les services. Oui. Eh bien, les mêmes téléphones que ceux qu'ils ont, qui sont des téléphones basiques, si je veux dire, il y a exactement le même modèle, mais avec un bouton d'appel d'urgence dessus. Il suffit d'appuyer dessus, tous vos collègues autour sont prévenus et la sécurité. Et ben ça, je veux que dans tous les services à risque, on l'ait. Ce sera le cas ? Pardon ? Ce sera le cas ? Oui, mais j'attends cet audit là. Je l'ai demandé pour fin juin, donc c'est quasiment la semaine prochaine. Faire le point, mais tous les directeurs d'établissement sont prévenus que je n'accepterai plus qu'il y ait des risques pour les professionnels et qu'on ne les ait pas évalués et qu'on n'ait pas mis en place. Mais en l'occurrence, est-ce que les risques ne sont pas dus au fait que certains sont chez eux alors qu'ils devraient être, comme on disait dans le temps, on ne dit plus ce mot, mais à l'asile ? Oui, on peut enfermer tout le monde, si vous voulez. Non, mais moi, je ne vous demande pas d'enfermer tout le monde, Non, mais je vous demande juste d'enfermer ceux qui va résoudre le problème. Doivent l'être, y compris pour eux, et pour leur propre protection, et pour leurs propres soins. Quand on dit qu'on manque de lits, on manque surtout de professionnels de santé pour soigner les gens qui sont dans les lits, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs. Là aussi, il faut remettre les choses un petit peu à leur place. On dit il faut créer plus de lits. Non, il nous faut plus de soignants pour pouvoir rouvrir des lits qui sont fermés parce qu'on n'a pas de soignants. On comprend bien qu'on ne peut pas laisser une infirmière pour 50 malades, par exemple. Donc on réduit le nombre de lits, forcément, pour qu'ils puissent être pris en charge correctement. La psychiatrie est un sujet, je le disais, qui est en difficulté, comme le reste de l'hôpital, comme les autres spécialités de l'hôpital. Il n'a pas été moins bien traité ou mieux traité que les autres. On a un problème global. Dedans, il y a des problèmes de personnel. On a quand même une psychiatrie et des professionnels qui sont très bons dans ce domaine. Vous savez, un psychiatre, comme un médecin, quelle que soit sa spécialité, ne renvoie pas quelqu'un s'il ne juge pas qu'il peut être suivi à l'extérieur. Le cas de cette infirmière que je salue et qui est dramatique, il est pour moi assez significatif de ce que nous avons discuté quand j'ai réuni tous les professionnels. C'est-à-dire, on voit bien qu'elle a senti que son patient n'allait pas bien. Mais elle a sa conscience professionnelle, elle a alerté, elle a alerté les professionnels qui le suivaient, elle a sa conscience professionnelle, et elle se dit, il faut que je continue à le soigner. Or, j'ai discuté avec le président de l'Ordre des infirmiers, qui m'a proposé une solution que je trouve très intéressante, qu'on est en train d'explorer. Il dit, cette infirmière, nous, on veut bien qu'elle nous appelle, nous, le Conseil de l'Ordre, et on va trouver d'autres professionnels pour aller à sa place ou pour aller avec elle. Je crois que c'est comme ça aussi qu'on va trouver des solutions. Pour pas que cette alerte soit lettre morte. Voilà, pour que cette alerte ne soit pas simplement une alerte auprès des professionnels qui le suivent, mais que ce soit aussi une alerte auprès d'autres professionnels qui peuvent venir l'aider et la soutenir. Voilà les solutions pragmatiques que je vais mettre en place très vite. Je voudrais qu'on parle aussi des urgences, notamment avant l'été qui vient et qui, dans certaines régions, est déjà très largement installée. Première inquiétude qui est quand même l'inquiétude canicule, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les malades, les personnes âgées. Est-ce que on est prêt ? On est prêt. En tout cas, on met tout ce qu'il faut pour être prêt à prendre en charge l'ensemble des personnes. La canicule est malheureusement un risque que maintenant on connaît, on sait comment il faut agir. C'est pas uniquement une question d'hôpital, c'est pas uniquement une question de santé, c'est une question de solidarité envers les plus âgés. Si vous avez une personne âgée à côté de chez vous, il faut s'assurer qu'elle va bien, il faut aller la voir, il faut s'assurer qu'elle s'hydrate, qu'elle mange correctement. Ce sont maintenant des habitudes, j'allais dire, qui sont en train d'infuser dans notre société. Ça, c'est essentiel dans ces périodes de canicule. Parce que oui, on meurt encore de canicule. On ne meurt pas par défaut de soins, on meurt parce que on est tout seul, on n'a personne qui s'occupe de vous, on s'hydrate pas assez, et quand les équipes du SAMU arrivent, ça peut être trop tard. Les urgences cet été Alors les urgences cet été, vous savez, l'été est toujours une période difficile pour les urgences, de façon globale, parce qu'on a des mouvements de population, parce que les professionnels de l'hôpital doivent prendre des congés comme tout le monde. Depuis l'année dernière, j'ai pris des décisions pour faciliter ce fonctionnement, faciliter déjà l'intervention aux urgences, c'est-à-dire les gens qui vont aux urgences, appelez le 15 avant de vous déplacer, je crois que c'est le message. Votre médecin traitant n'est pas joignable, appelez le 15, appelez le SAMU, appelez ce service d'accès aux soins qu'on est en train de finir de déployer sur l'ensemble du territoire, parce qu'on vous donnera la meilleure solution près de chez vous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai signé là une instruction sur l'ensemble des ARS, pour leur dire, je veux que vous organisiez ce qu'on appelle l'aval des urgences. Vous savez, les urgences, le problème, c'est des gens qui viennent aux urgences alors qu'ils auraient pu être pris en charge ailleurs. Donc ça, c'est le service d'accès aux soins, le SAMU, qui les réoriente vers le meilleur endroit. Et c'est ensuite des gens qu'on n'arrive pas à hospitaliser parce qu'on n'arrive pas à trouver de lits disponibles. On revient sur ce problème de lits. Donc je veux que sur chaque territoire, il y ait une gestion de tous les lits du territoire, des lits de l'hôpital public, mais aussi des lits des cliniques privées, et que cette gestion des lits puisse permettre
aux urgentistes d'hospitaliser leurs patients. Ça, c'est l'instruction que j'ai signée il y a 2 jours pour l'ensemble des ARS. En attendant que ce soit mis en place au 1er juillet, c'est déjà mis en place dans beaucoup d'endroits. Nous le renforçons. Vous avez donc renforcé les urgences. Combien, au moment où on se parle, sont fermées? Alors les fermetures complètes, ce qu'on appelle les fermetures, c'est quasiment rien. Il y a des services qui ont fermé le rideau, les services d'urgence sont maintenus. On a cette régulation médicale de l'arrivée aux urgences dans beaucoup de services. Ça va se poursuivre pendant cet été. C'est-à-dire que vous avez un médecin au téléphone avant, c'est le médecin régulateur du SAMU qui va vous dire, écoutez, votre cas ne nécessite pas d'aller aux urgences. Allez voir le docteur X parce qu'on travaille avec les médecins libéraux et on sait qu'ils ont des créneaux de consultation disponibles. Et si vous devez aller aux urgences, je préviens le service des urgences qui vous accueille, bien entendu, si votre cas nécessite les urgences. Donc il y a cette régulation de l'entrée aux urgences. Mais surtout, je crois que ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est que tout ce qui concerne les urgences graves, les urgences vitales, est bien sûr maintenu sur l'ensemble du territoire national. Nos équipes, qu'elles soient médicales, qu'elles soient paramédicales, continue à intervenir. Sauf que ça reste assez théorique quand même, François Braun. Je voudrais vous alerter sur le cas que me faisait remonter un pharmacien de Thionville, qui nous avait alerté sur RMC la semaine dernière, et qui disait qu'on dit toujours que ça tient, que c'est dur mais que ça tient. Et lui, il est très inquiet d'avoir constaté que ça ne tient pas. Et il a eu l'exemple d'un de ses patients âgés, qui s'est retrouvé avec un enchaînement de circonstances dramatiques dont il est mort. Malade, il a appelé son médecin traitant, qui n'a pas répondu tout de suite et qui n'était disponible que plusieurs jours après. Il a fini par voir son médecin traitant qui lui a prescrit des antibiotiques. Il s'est rendu à la pharmacie, même pas lui-même, mais son épouse. L'épouse a vu son pharmacien. Le pharmacien a constaté qu'il était en rupture de l'antibiotique prescrit. Le pharmacien qui connaît bien le médecin a appelé le médecin, lui a dit qu'est-ce que je fais. Le médecin lui a dit à faute de cet antibiotique-là, donne un antibiotique un peu différent, un peu moins fort, qu'il a donc prescrit. Au bout de 3 jours, ce malade n'allait pas mieux. Il a donc été aux urgences, les urgences étaient fermées. Il a donc dû aller à d'autres urgences et quelques jours après, il est décédé. Le pharmacien disait, on ne sait pas s'il aurait survécu, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on n'a pas mis toutes les chances de notre côté. Alors là, vous avez un cas qui cumule, on pourrait dire, un certain nombre de problèmes. Le médecin traitant n'est pas disponible, je vous l'ai dit. Si vous avez quelque chose que vous considérez urgent, votre médecin traitant n'est pas disponible, vous appelez. Mais moi, le 15. j'imagine la panique de ces personnes âgées qui n'ont pas forcément ces réflexes. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut passer ce message. C'est ça qui est important. Il faut absolument passer ce message. Votre médecin traitant n'est pas disponible, vous n'arriverez pas à le joindre. Ce que vous avez, vous considérez que c'est urgent, vous appelez le 15. Le 15, c'est pas seulement quand quelqu'un est en train de mourir. C'est pour toutes ces urgences aussi. Ça, c'est le premier élément. Vous parlez des pénuries de médicaments, on pourrait en reparler. J'ai lancé, vous le savez, je m'en souviens des très mesures bien, mais ça veut dire qu'il existe encore des cas où... Oui, il existe encore des difficultés. Si j'ai sorti cette liste de 450 médicaments essentiels, qu'on regarde de beaucoup plus près, c'est pas par hasard. C'est bien parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement qui sont mondiales, qui sont pas simplement liées aux problèmes français. Les urgences de Thionville étaient fermées? Non, les urgences de Thionville n'étaient pas fermées. Les urgences de Thionville ont un accès régulé, justement par le 15. C'est mon ancien secteur que je connais. Vous le connaissez bien, sûr. Mais ça veut dire quand même qu'une personne âgée qui, dans la panique, dans l'angoisse, prend sa voiture et arrive aux urgences, trouve porte fermée. Non, elle trouve un professionnel qui lui ouvre la porte, qui contacte le médecin régulateur. En tout cas, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je ne connais pas ce cas précis, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas d'urgence fermée. Sauf quelques cas exceptionnels, quand il y a plusieurs services dans une ville. Personne ne vous a alerté, aucun médecin ne vous a dit j'ai un patient qui est mort faute de soins à temps ou quand même dans un lien, peut-être indirect, mais dans un lien avec les tensions? On sait déjà, par exemple, vous allez dans un service d'urgence qui est saturé. On le sait depuis plusieurs années, et des études internationales, et récemment une étude française le montre. Quand vous êtes admis dans un service d'urgence saturé et que vous êtes hospitalisé, les risques de complications, de décès sont plus importantes que si vous arrivez dans un service d'urgence qui n'est pas saturé. C'est bien pour ça qu'un engagement pris par le président de la République et que nous tiendrons est de lever cette saturation des services d'urgence avant la fin de l'année prochaine, en agissant sur l'amont, en agissant sur l'aval et sur l'organisation des services. Alors, si vous voulez me faire dire que notre système de santé est en difficulté, oui. Et vous l'avez dit mais je dois aussi dire qu'avec les mesures prises depuis 1 an, cela commence à aller mieux. Je ne vais pas tout régler en 12 mois, mais ça commence à aller mieux. Nous sommes sortis de l'ornière. Il faut remettre la marche avant. François Braun, un mot sur les dons d'organes. Vous portez, je porte ce ruban vert. C'est indiqué également sur la télévision pour ceux qui regardent BFM TV. Un mot.
Que faire? Est-ce qu'il faut encourager ceux qui nous écoutent à donner leurs instructions? Il faut surtout les encourager à en parler. Je crois que c'est ça qui est essentiel. 8 Français sur 10 sont favorables au don d'organes, ce qui est remarquable en termes de pourcentage. Mais seulement la moitié en parle à leur entourage. Vous savez, j'ai vécu ça aussi dans ma vie antérieure, si je puis dire, de demander à une famille un don d'organes. Quand vous étiez urgentiste. Et on se rend compte que les gens n'en ont pas parlé. Et donc forcément, quand vous êtes face à ce deuil, face à ce drame, on n'a pas la capacité de répondre. Donc le message, c'est vraiment parlez-en. Parlez-en à vos proches, parlez-en à votre famille. Si vous voulez vous donner vos organes, ce qui est un choix personnel, il faut d'abord en parler parce que nous avons un tiers de refus sur des donneurs potentiels. Et ça diminue forcément les chances pour les autres malades. Je vais tout à l'heure à l'agence de biomédecine qui supervise un petit peu ça pour justement faire le point avec eux de la situation. Et puis cet après-midi à Lille, à l'Institut Cœur-Poumon, justement, qui fait des greffes. Je crois que c'est très important. Parlez-en. Parlez-en et le message est passé. François Braun, merci d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.